Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour notre émission politique, une semaine un petit peu particulière puisque ce soir je reçois M. Bougré-Gérald qui est promoteur-inventeur, donc au niveau des énergies renouvelables. Il dit avoir quelques idées pour faire avancer certains dossiers en Guadeloupe, donc nous verrons un petit peu quelles sont ces idées qu'il veut mettre dans le pot commun de la Guadeloupe. Et puis mercredi, donc nous partirons du côté du CIMEG. Et puis votre émission, que les choses soient dites, demain, avec un beau plateau d'invités. Alors c'est vrai que vous avez eu à réagir, vous avez demandé à ce qu'il y ait un volet numéro 2 sur le vivre ensemble en Guadeloupe. Donc nous reviendrons avec cette thématique et puis vous aurez l'occasion d'appeler un petit peu plus tôt pour qu'il y ait un maximum de réactions, un maximum de réflexions et que nous puissions avancer sur ce dossier, donc se vivre ensemble en Guadeloupe. Je remercie tous ceux qui ont réagi et qui ont vraiment demandé à ce que cette émission soit refaite, mais on va la poursuivre. Pas forcément la refaire, mais la poursuivre puisqu'il y a encore beaucoup de questions en suspens. Voilà un petit peu pour le programme. Et puis vendredi, je vous laisse donc la surprise et ça sera une semaine très bien remplie. Monsieur Bougré, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir à toute la Guadeloupe. Voilà, donc comme je l'ai dit, vous êtes promoteur-inventeur, vous êtes revenu en Guadeloupe, on va dire pour plus longtemps, voire très longtemps, depuis le début de cette année, enfin en ce mois de janvier 2021. Je rappelle que vous étiez aux élections législatives de 2017. Vous êtes citoyen de Petit Canal, c'est bien cela. Et vous avez un parcours professionnel assez riche et surtout des idées, on va dire, un petit peu innovantes. Alors, racontez-nous rapidement qui vous êtes. Alors, vous êtes parti dans l'Hexagone, vous y êtes resté très longtemps, quoique vous n'ayez que 65 ans. Alors dites-nous comment tout s'est passé assez rapidement pour que les téléspectateurs puissent savoir réellement qui vous êtes. Alors, évidemment, je vous remercie déjà de me recevoir. On a eu beaucoup de complications avant d'y arriver. Mais, alors, première des choses, je suis donc originaire du Petit Canal, d'une famille de 7 enfants, dont je suis l'aîné. Et il se trouve qu'à la mort de ma mère à Versailles, il y a très longtemps, on est retourné en Guadeloupe. Alors, en retournant en Guadeloupe, j'ai fait des études scolaires comme tout le monde, et puis j'ai été à l'école normale, avec comme copain de promotion Victor Jean Noël. Et tout juste après le service militaire, sorti de l'école normale, service militaire, j'ai été recruté et sélectionné par Force Télécom, parce que ils avaient décelé dans les tests, parce qu'à l'époque, le métier d'informaticien n'existait pas. Ils avaient décelé dans les tests dans les thèses que j'étais capable de maîtriser un langage qu'on appelle l'assembleur. Les puristes se reconnaîtront. Et c'était juste au moment où ils cherchaient à trouver des personnes capables de les aider à déployer le Minitel au niveau commercial. Donc, ils avaient des problèmes pour ça. Du coup, ils m'ont recruté, ils m'ont envoyé tout de suite aux États-Unis, Dartmouth College, où je suis resté pendant près d'1 an pour faire en sorte que la première grande manifestation des Minitel, l'ancêtre des personnels computers ou des PC tels qu'on les connaît aujourd'hui, puisse fonctionner dans de bonnes conditions. Et notamment lors du sommet de Versailles, où il y avait le président Carter et le président Mitterrand. Et donc je suis resté aux États-Unis pendant 1 an pour faire les modifications qu'il fallait là-dessus. J'avais 26 ans. Et ensuite, lorsque je suis revenu, l'État français m'a réquisitionné, notamment par rapport à ce sommet de Versailles, et pour lequel les choses se sont très bien passées par ailleurs. Bon, vous connaissez l'histoire du Minitel. Hein. Par rapport aux Américains, on n'a pas tenu très longtemps. En tout cas, France Télécom n'a pas tenu très longtemps. Tout de suite après cette performance, j'ai été nommé à peine 30 ans directeur du centre informatique de France Télécom, parce qu'ils en avaient une trentaine répartis sur toute la France. Et ensuite, j'ai été recruté par le commissariat à l'énergie atomique, notamment un polytechnicien qui s'appelait Alain Vidard, un centralien qui s'appelait Jean-François Simeneau, et un ingénieur des mines qui s'appelait Jean-Marie Dubois. Et ce sont des business angels qui m'ont donc demandé de les aider à lancer ce qu'on appelle aujourd'hui des start-up, une grande société de prestations de services filiale du CEA, pour faire en sorte que justement toute la partie financière, bancaire et autres de l'informatique de l'époque qui démarrait puisse se faire dans de très bonnes conditions.
Et j'ai dit à ces personnes que j'allais rester 3-4 ans dans cette boîte où j'étais président, avec 33% des actions, parce que j'allais retourner en Guadeloupe pour voir dans quelle mesure la maîtrise de l'informatique allait me permettre d'inventer ou d'apporter de la valeur ajoutée dans tout ce qui était eau et énergie, parce que j'avais choisi ces deux thématiques-là pour le faire. Eau et énergie. Voilà, et donc du coup, à la fin des années 90, j'étais en Guadeloupe, j'avais revendu mes actions, j'étais en Guadeloupe, j'avais de l'argent, je pouvais faire ce que je voulais, et j'ai choisi de faire de la recherche et développement en haute technologie appliquée, à la partie eau et à la partie énergie. Et ensuite, je me suis concentré sur la partie énergie, parce que la partie eau, déjà, c'était très, très, très compliqué. Voilà, et pendant toutes ces années-là, jusqu'en Je me rends compte qu'avec l'eau, tout est très compliqué. Oui, et donc du coup, c'est pour ça que depuis cette époque-là, tous les directeurs d'EDF, même les premiers directeurs d'EDF SEI me connaissaient, et j'étais accompagné d'eux, plus, comment dirais-je, monsieur Alain Domain, qui est un ingénieur ANSAM, qui était patron de Norelec Guadeloupe, qui a eu à gérer pendant quelques années par marché géothermie bouillante, et toute ma connaissance du mix énergétique guadeloupéen, toute ma connaissance du fonctionnement du réseau électrique, parce que beaucoup de gens parlent des énergies renouvelables, mais ils ne savent pas souvent ce que représente la complexité de maintenir un réseau électrique. Et voilà, donc, et c'est le fruit de ce travail que j'ai tenté de faire, d'en apporter l'information à la Guadeloupe en général, okay, pour faire en sorte que les enjeux du développement durable appliqués à l'énergie soient connus du Guadeloupéen lambda, quel que soit son niveau et autres. Voilà. D'accord, donc c'est un petit peu brosser votre parcours. Alors, avant d'aborder certaines questions au niveau de l'eau, au niveau de l'énergie, alors cette épidémie, cette pandémie Covid-19, comment l'avez-vous vécue? Est-ce qu'on peut dire que ça vous a permis d'avoir encore plus d'idées, ou est-ce que vous aviez quand même cette angoisse profonde de ne pas survivre à ce virus? Alors, déjà, ce qui me surprend beaucoup, c'est que bien souvent, lorsqu'il y a des phénomènes comme cela, on oublie comment dirais-je, les personnes oublient de s'informer de la source des informations qu'ils ont. Okay? Parce qu'aujourd'hui, les enjeux notamment portés par les médias sociaux sont énormes. Okay? Et lorsque vous avez affaire à un phénomène quelconque qui se déroule dans le monde, vous êtes arrosé, vous êtes submergé par tout un tas d'informations. Des spécialistes parlent de phénomènes à différents niveaux, à différentes échelles, et c'est souvent contradictoire. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est que je fais confiance à ceux qui sont positionnés pour pouvoir faire avancer les choses. Par ailleurs, parce que je vois mal pourquoi quelqu'un, au niveau d'un gouvernement, quel qu'il soit, aurait intérêt à faire en sorte que sa population, déontologiquement parlant, rentre dans les schémas avec la quantité de morts qu'il y a un peu partout et autres. Ça à la base. Avant, et par rapport à ce phénomène, déjà ce que je tiens à rappeler, c'est que dans mes recherches, ben évidemment, Covid-19, dès que c'est apparu, il y a eu déjà des problématiques avec les virus ou des agents pathogènes. Et il y a eu des études qui ont été faites, il faut que vous le sachiez, des études qui ont été faites qui disent que la manière que les humains ont de vivre sur Terre, vous savez qu'ils rentrent dans la nature et détruisent, ils font un certain nombre de choses, font que l'homme va être en contact, a déjà commencé à être en contact avec des virus et autres parce qu'il a ce mode de fonctionnement et de vie, et que dans les années qui viennent, il va y avoir de plus en plus de virus et de plus en plus de phénomènes qui vont être liés au fait que, des phénomènes infectieux, qui vont être liés au fait qu'on avance dans la nature en ne faisant pas suffisamment attention, et du coup, là où pendant des siècles et des siècles, les choses ne se sont pas, le contact avec l'homme ne se faisait pas, en tout cas directement ou indirectement, là ça se fait de plus en plus, avec bien évidemment les conséquences que ça implique. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire d'un point de vue médical, ne connaissant pas quels sont les intérêts des uns et des autres qui interagissent. De toute façon, vous êtes conscient, vous êtes conscient que ce virus est dangereux, mais vous êtes aussi confiant dans ce gouvernement, c'est bien ce que vous venez de dire. Je suis confiant.
dans le gouvernement, dans ceux qui sont censés apporter des réponses à leur population. Moi, je vois mal comment quelqu'un qui est aux manettes d'un pays décide sciemment de faire mal ou de prendre des mauvaises décisions. Surtout qu'on oublie, c'est qu'au tout début, tout le monde a été surpris. C'est pas la France qui était dans un coin à imaginer X ou imaginer Y ou Z. C'est un phénomène mondial pour lequel ça a surpris tout le monde par ailleurs. Hein. Vous êtes prêt à vous faire vacciner? Moi, je serais prêt à me faire vacciner, oui. De toute manière, je pense que l'histoire du vaccin en lui-même, il faut remonter à Pasteur et autres, bon, je ne vais pas refaire ce genre de choses, mais il y a toujours des risques. Il y a toujours des risques. Et je ne vois pas, sauf cas exceptionnel, alors on peut se poser des questions sur la nature du vaccin, le travail qui a été fait pour sortir un vaccin dans le domaine aussi vite, aussi rapidement. On peut poser un tas de questions, mais je ne vois pas aujourd'hui quelle solution pérenne qu'il y aurait à part le vaccin. Bien sûr, comme tout travail qui est fait par des êtres humains, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des répercussions, malheureusement encore des morts, mais jusqu'à preuve du contraire, personne n'a amené une autre solution, quitte à ce qu'on attende et qu'il y ait encore des morts, autre chose comme solution que le vaccin. Le confinement permet d'éviter les contaminations à la vitesse grand V. D'ailleurs, on l'a vu. Hein. Heureusement qu'à un moment donné, il y a eu ce confinement, même si effectivement il y a eu des répercussions sur l'économie, et c'est pas fini qu'il y en ait, parce que, à dire d'experts, les conséquences socio-économiques de la pandémie, notamment en France et partout, vont faire que ceux qui étaient pauvres vont devenir encore plus pauvres, la classe moyenne qui était plus ou moins en train de s'en sortir va devenir pauvre, et on rentre dans un schéma extrêmement complexe, extrêmement difficile. De toute façon, sans ce virus, on y était déjà. On y était déjà, ça c'est sûr. L'INSEE le rappelle tout le temps, notamment s'agissant de la Guadeloupe. Alors maintenant, parlons d'un sujet préoccupant qui est le sujet de l'eau, un sujet que vous connaissez. Alors, que pensez-vous de ce qui se passe actuellement concernant l'eau? Alors, les décisions qui sont prises, les élus qui avancent maintenant un petit peu plus vite ou qui ont la volonté d'avancer un peu plus vite. Alors, l'État dans tout cela, alors que pensez-vous de cette situation? Alors, moi, je ne suis pas de ceux qui tirent sur les ambulances. À la base, ce que je constate, c'est qui l'ambulance? C'est une formule qui dit que quand vous avez déjà des gens qui ont des problèmes, vous n'allez pas en tirer dessus. Qui la situation dans laquelle se trouve la gestion de l'eau en Guadeloupe à différents niveaux, avec différents commentaires, etc. Le mal est fait, le problème est là, et il faut penser aux solutions. Parce que je vois beaucoup de gens qui parlent, qui dénoncent, qui constatent, mais dénoncer, constater, c'est une chose. Beaucoup de gens peuvent faire ça, même dans des domaines dont ils ne sont pas experts. Ce que je dis par contre aujourd'hui... La population, quand même, est légitime pour dénoncer. Ah ben, elle est légitime pour tous. Puisque c'est elle qui paye la facture aujourd'hui. Ça c'est sûr. Et de toute manière, il n'y a pas que pour l'eau, parce que je vais vous dire, il y a autre chose encore qui attend les Guadeloupéens dont ils ne savent pas. Au niveau de l'électricité, un jour ou l'autre, il y a d'autres choses qui vont arriver. Mais en tout cas, vous nous direz, avant la fin de cette émission. Oui, bien sûr, je vous le dirai. En tout cas, pour l'eau, le passé, c'est le passé. Bien évidemment, il faut que ceux qui ont malheureusement eu des comportements décriés par la justice, que la justice suive son cours. Okay. Par contre, il y a aujourd'hui un diagnostic état des lieux. Il me semble que la préfecture en a un, si mes souvenirs sont bons, qui regarde les tenants et les aboutissants de cette problématique, et voir quelle sera la meilleure organisation, structuration qui va bien, etc. Mais de manière plus générale, méthodologiquement parlant, vous avez faut arriver à faire un diagnostic état des lieux objectif. Et avec une expertise, et souvent chercher à faire une contre-expertise. Parce que les experts que vous prenez à un moment donné, ils peuvent être dans une certaine dynamique, influencés par X, Y, Z. Donc, expertise et contre-expertise. Ensuite, voir dans quelle mesure... Mais l'état des lieux a été fait, oui. Monsieur Bougret. Oui. L'état des lieux a été fait. Tout à fait. Maintenant, nous sommes dans la phase solution. Oui. Alors, solution. Comme je vous dis, il y a une méthodologie qui va bien. Le souci, c'est que il y a déjà au départ une dette colossale dont personne ne sait quoi en faire.
Enfin, on essaye, certains proposent des montages qui vont très probablement, selon ce que je crois comprendre, à part que j'ai peut-être pas toutes les dernières informations, faire en sorte que la nouvelle structure porte ou soit chargée avec des dettes par ailleurs. Okay? Alors déjà là, je ne comprends pas comment toute entreprise saine, toute structure saine ne peut pas démarrer avec des dettes. C'est pas possible. Parce que sinon vous allez rentrer dans un... Bon, vous pouvez monter un business plan, mais votre business plan, déjà dès le départ, ça va être très compliqué. Aujourd'hui, de toute façon, ce sont les collectivités qui vont se partager l'affaire. Oui, qui vont se partager l'affaire, sauf que les collectivités... Je vous rappelle que la DGFiP a sorti une cartographie de l'endettement des communes. Alors certains disent que bon, la DGFiP ne dit peut-être pas la vérité sur tout. N'empêche que bon, ce sont les inspecteurs des finances qui font ça, et je ne vois pas pourquoi ils le font bien en France hexagonale, correctement en France hexagonale, ils le feraient mal. La DGFiP a sorti une cartographie des communes, de l'endettement des communes, qui fait bien ressortir le fait qu'à part d'eux, Saint-Claude et Petit Canal, bon, ça continue de se dégrader, ils vont y avoir des problèmes. Moi, je ne vois pas comment les collectivités, si il n'y a pas de fonds propres, comment ils vont faire pour arriver à assumer le démarrage d'une structure, même s'ils font appel à des subventions X, subventions Y. L'État dit « je suis là ». Oui, l'État dit « je suis là », sauf que l'État a dit ça à une époque, a dit autre chose à une autre époque, parce que vous savez que ça fluctue. Hein. Quand un préfet part, il y en a un qui arrive, un autre qui part. Ils sont dans une dynamique qui leur est propre, et par rapport à l'intérêt tel qu'ils sont nommés ici, et ensuite ils engrangent ce qu'on leur a demandé de faire pour la suite. Ce que je trouve qui serait intéressant à faire, c'est que les Guadeloupéens fasse en sorte que lorsqu'il y a un problème, quel qu'il soit, il y a cette fameuse méthodologie qui soit faite et faire en sorte qu'on mette en place des indicateurs de suivi, okay, on fasse des scénarios d'évolution lorsqu'on met en place le projet et qu'on ait des indicateurs de suivi. Bien souvent, qu'est-ce que font sur certains projets? On a de l'argent venant de l'Europe et autres, on finance les investissements. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de business plan et qu'on voit comment les charges de fonctionnement vont évoluer dans le temps, et qu'on ait des indicateurs de suivi permettant de savoir tous les jours, toutes les semaines, si ce qu'on avait prévu au niveau objectif se réalise bien, et si on fait plus, pourquoi on fait plus, si on fait moins, pourquoi on fait moins, de manière à ne pas arriver aux extrêmes, parce que quand on est aux extrêmes, les négociations, les discussions se font avec à couteau tiré, chacun cherche son intérêt, et il est déjà trop tard. Et donc, aujourd'hui, moi je pense qu'il y a cette méthodologie-là, c'est-à-dire qu'avant même de choisir le type de société, une société, ça se monte par rapport à des éléments bien précis de départ. Quand c'est une entreprise privée, bon, vous avez une étude de marché sur laquelle vous tablez, vous avez identifié vos cibles, vos futurs clients, vous avez positionné vos prix par rapport à la concurrence. Mais là, au niveau de l'eau, on est surtout à cette phase, est-ce qu'il faut une loi, est-ce qu'il faut que les élus ne sont pas rapidement du dossier, que tous les élus soient d'accord et qu'on passe à une structure unique. Alors là aussi, on peut se dire que l'État se positionne concrètement et l'État dit il faut faire tourner les algorithmes. Sinon nous irons à votre place. Ben oui, de toute manière, ils ont sorti un décret pour liquider le SIAG par ailleurs. Je vous dis et je vous répète encore une fois, les actions qui doivent être menées, et bien, avant de penser à X ou Y, ça doit être bien diagnostiqué, qu'on mette en place des algorithmes pour faire tourner des scénarios de développement ou des scénarios de progression et d'évolution, et on choisit en fonction de ces scénarios lequel va être intéressant à mettre en place aujourd'hui, mais en prévoyant que dans 3 ans ou dans 5 ans ou dans 10 ans, toute la législation autour peut évoluer et que ce que vous mettez en place va pouvoir suivre le plus normalement possible le cours des choses, ce qui ne se fait pas souvent. D'accord. C'est pour ça qu'après on se retrouve avec des cas pas possibles. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y a autre chose qui va arriver aux Guadeloupéens, pire encore que ce qui existe. Alors, dites-nous, ça sera à quel niveau? Alors, déjà, il y a 2 choses dont je voudrais parler, qui va faire bondir beaucoup de gens. Lorsque j'ai investigué la partie d'un marché de développement, la partie énergie,
je me suis dit, bon, avec les personnes qui m'accompagnaient, hein, je vous répète, c'est Eiffage, Norélec Guadeloupe, les gens d'EDF, à qui tous les directeurs d'EDF, et on a commencé à regarder avec mes experts la partie, une commune, bon, c'est le centre, je veux dire, de vie d'une sociétalement parlant, qu'est-ce qui lui coûte le plus cher et sur lequel on peut intervenir. Et vous pouvez demander à n'importe quelle commune, on vous dira l'éclairage public. Lorsqu'on a regardé l'éclairage public, okay, de pratiquement toutes les communes, on s'est aperçu qu'il y avait une dimension que je peux vous dire. Georges Belzins, ancien directeur de centre d'EDF, m'a dit Gérald, voilà déjà là un truc qui n'est pas normal. Il y avait la possibilité pour que les collectivités utilisent un code tarif qui s'appelait 071 pour faire en sorte que leur facture soit la moins chère possible par ailleurs. On a informé tout le monde là-dessus. Et on attend encore aujourd'hui la réponse. Je ne sais pas si c'est toujours vrai, c'est toujours valable. Alors, répétez ce que vous venez de dire. Je vous dis qu'au départ, il y a une dizaine, quinzaine d'années, oui. avec un... Alors, il faut que vous sachiez que... Cette partie information. Georges Belzins et moi-même, pour référence, nous avons effectué l'audit diagnostic de l'éclairage public de la ville de Fort-de-France pour 20 000 points lumineux, il y a 10 ans. Georges Belzins et moi-même. Donc, et Georges, il connaît ça par cœur, pour qu'on ne dise pas après, Georges est un ancien directeur de centre d'EDF. Okay? Il habite à l'ODEV. Okay? Donc, on avait les compétences pour pouvoir le faire. Et je ne dis pas ça pour le dire, c'est simplement que lorsqu'on analyse, on a pris l'habitude de regarder les communes au travers de certains prismes, on a du mal à regarder d'autres parce qu'on s'est habitué fatalement à fonctionner de certaine manière. Et donc, il y avait la possibilité pour que, pendant des années, il y ait une facturation moins élevée de l'éclairage public pour les collectivités au travers de ce code tarif 061. Et qui devait faire cette démarche? Les services qui vont bien dans une mairie. Voilà. Et je ne vous dirai pas plus, parce que je dis plus, alors là, ça va faire une explosion totale. Les maires ont été informés? Ils ont tous été informés. En tout cas, j'avais, moi, monté ce que j'appelle un think tank, qui existe toujours, une Guadeloupe d'avance, dans lequel tous les résultats de mes travaux, en tout cas ceux qui paraissaient répondre à des enjeux, je me permettais de leur envoyer par courrier, ou j'allais les voir pour leur en discuter. Mais quel était l'intérêt de ne pas donner de suite? Alors là, je ne sais pas. Ça reste toujours... C'est un peu de langue de bois de votre part. Comment? C'est un peu de langue de bois de votre part. C'est-à-dire? Vous dites, alors là, je ne sais pas. Non, mais vous avez des personnes, c'est pas que je ne sais pas, vous avez des personnes, vous les connaissez comme moi, les personnes qui sont à la responsabilité ou chef d'édilité ou service technique, qui regardent ça, qui travaillent là-dessus et qui doivent en tirer les conséquences. S'ils ne le font pas, c'est qu'il y a 2-3 raisons, c'est pour moi qu'il faut pouvoir le donner. Alors vous avez dit deux choses, je voudrais communiquer sur 2 choses. La deuxième, c'est que il y a ce que les gens ne regardent pas suffisamment le réseau électrique. Le prix de revient, je suis obligé de parler de ça en technique parce que sinon ça n'a aucun sens. Le prix de revient d'un mégawattheure produit par le nucléaire en France, c'est 55 € le mégawattheure. Le prix de revient d'un mégawattheure produit dans les zones ultramarines, il n'y a pas que la Guadeloupe, hein, c'est entre 250 et 300 € le mégawattheure. Vous voyez la différence. Il y a eu à un moment donné en France des politiciens qui ont dit, voilà, pour faire en sorte que les plus pauvres ne perdent pas plus ou ne soient pas dans des situations compliquées, on va, par rapport à l'électricité, qui est quand même un bien commun et pour lequel il faut que les gens en disposent, sinon on sait ce qui va se passer. Ils ont mis en place un système qu'on appelle la péréquation tarifaire de l'électricité. C'est-à-dire que tout le monde en France paye le même prix du kilowattheure du fait de cette péréquation tarifaire, qui est passée par un dispositif qu'on appelle la CSPE, la contribution sociale pour l'électricité. Or, cette même contribution sociale pour l'électricité est utilisée pour faire, au fur et à mesure du temps, est utilisée pour financer plein d'autres choses. Du coup, c'est pour ça qu'en 2017, j'avais dit un certain nombre de choses. Lorsque le président de la République est arrivé au pouvoir, il a fait faire ce qu'on appelle une revue des dépenses d'un paquet de choses qui existaient, de postes qui existaient au niveau du gouvernement. Et dans cette revue des dépenses, la Commission générale du développement durable, le CGDD plus les inspecteurs des finances, ils ont fait un focus sur la péréquation tarifaire. Je vais vous envoyer un extrait, malheureusement vous n'avez pas pu le voir. L'extrait dit ceci: la péréquation tarifaire de l'électricité, la CSPE, génère des surcoûts explosifs
qui comptent de l'ordre de je ne sais plus combien de pourcents, qui ne font qu'augmenter. Et que ça va gréver le budget général de l'État. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ça peut poser un problème à terme ici en Guadeloupe. Voilà. Et j'ai dit que pour éviter, parce que gouverner c'est prévoir selon moi, gouverner c'est prévoir, pour éviter qu'on ait une mauvaise surprise, je sais que les politiciens... Quelle peut être cette mauvaise surprise? Mauvaise surprise, c'est que le gouvernement décide ou dit, pour des raisons X ou Y, voilà, ben les Guadeloupéens, les Réunionnais, pour des raisons Y, ben on va modifier la CSPE ou on va la supprimer. Oui. Si on supprime la CSPE ou si on la modifie de manière négative, vous allez avoir mécaniquement le montant des factures d'électricité qui vont être multiplié par 4 ou par 5. Et c'est prévu déjà, c'est dans les couloirs ou... Je vous dis, c'est écrit dans une étude que j'ai et que je peux vous donner. Et donc, moi je dis, compte tenu du contexte de la loi de transition énergétique et de croissance verte, il faudrait voir, comment c'est possible de sanctuariser, peut-être par la Constitution, cette péréquation tarifaire, je ne sais pas si techniquement c'est possible, okay, pour éviter qu'il y ait une tentation à un moment donné pour un changement de majorité pour diverses raisons, qu'on apprenne un jour... Que nous puissions crouler sous les factures... Voilà. Exorbitante d'électricité, c'est ça. C'est ça. Et je vous signale que dans les 10 dernières années, rien que par les augmentations standards, les factures d'électricité ont augmenté de 50%. Ouais. Bon. Voilà. Mais écoutez, de toute façon, vous avez lancé déjà les choses. Nous aurons l'occasion d'y revenir et puis voir un petit peu avec mes invités de mercredi, ou mon invité de mercredi, pardon, ce qu'il en est exactement. Voilà, donc, ce n'est pas la dernière fois que vous venez sur ce plateau. Juste une petite chose. Rapidement. Rapidement. Je vais juste dire que ça, ce sont des éléments qui sont présentés de cette manière-là, mais heureusement, la Guadeloupe a des atouts, a des solutions, même des solutions que nos propres compatriotes ne savent pas, des richesses qui existent en Guadeloupe, qui sont à exploiter, et qu'il faut que les Guadeloupéens se mobilisent, se structurent, parce que la loi de transition énergétique le permet de le faire, pour se partager ces richesses, plutôt que de se les laisser exploiter par d'autres. Ça existe, c'est intégré dans un plan qu'on a bâti, avec un programme d'action permettant de le porter, dans lequel tous les Guadeloupéens peuvent être présents au travers d'une société coopérative d'intérêt collectif par ailleurs. Et c'est actuel. Nous verrons tout cela une prochaine fois. Vous donnerez un petit peu cette solution. Si vous pouvez faire du bien aux Guadeloupéens, pourquoi pas, je dirais, et nous en saurons plus une prochaine fois, puisque vous ne partez pas tout de suite de la Guadeloupe. Tout à fait. Merci Gérald Bougré d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain pour notre émission. Que les choses soient dites. Excellente soirée à tous.